Bonjour et bienvenue dans ce 45e ou 46e épisode de Divergence Politique. J'ai perdu un petit peu le fil du compte. On va vous parler aujourd'hui de Donald Trump. La vérité du jour n'est pas toujours celle du lendemain. Trump et Poutine, des relations un peu conflictuelles actuellement. Trump et les BRICS, beaucoup d'intimidation. Est-ce qu'il y aura des effets à ces menaces? Xavier Moreau, Nicolas Mirkovic, bonjour messieurs. Est-ce que vous êtes prêts à parler de Trump? Do you speak Trump? Indeed. Yes, almost fluently. C'est parfait, vous allez nous éclairer tout de suite. Générique. On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinter 02. À Pinter 02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Eh oui, c'était la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Eh bien, pas de chance. Ça a loupé. Nicolas Mirkovic, quittons la France, partons à l'international. Donald Trump, cette semaine, a fait le show dans les médias américains, lors notamment de différentes conférences de presse. Il s'en est pris à peu près à tout le monde. Quasiment, je ne sais pas quel pourcentage de la population mondiale, du coup, n'est pas concerné, mais ça doit être assez faible. Tous les BRICS, tous les pays qui s'associeraient à l'idée BRICS, donc, subiraient la foudre. Alors, la foudre est quand même juste de 10%. On est très loin des fameux plus 500% ou des plus 100% qui étaient promis à tout le monde. Là, on est juste à plus 10%. Mais tous ceux qui seraient, en fait, membres des BRICS ou qui commerceraient avec les BRICS, eh bien, verraient, en tout cas, l'Amérique s'opposer économiquement à eux. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux? C'est difficile de prendre Donald Trump au sérieux en ce moment. On ne sait vraiment pas dans quelle direction il part. Il a importé en France, aux États-Unis, le en même temps. Donc, il va dire une chose le lundi, le contraire mardi, il revient dessus le mercredi. Et on voit qu'il perd un peu les pédales. Clairement, la tête des États-Unis manque une vision stratégique. Et aujourd'hui, donc, le bouc émissaire de Donald Trump se révèle être les BRICS. Alors, c'est assez amusant parce que il y a eu ce grand sommet des BRICS au Brésil. Les médias occidentaux en ont très peu parlé. Pourtant, on voit bien que ça a titillé Donald Trump. Et pourquoi? Tout simplement parce que les États-Unis et même Donald Trump, qui a pourtant été élu sur une campagne qui était plutôt une campagne protectionniste, une campagne isolationniste. Alors, c'est très bien, on en a déjà parlé, que les États-Unis veulent demeurer un empire, mais Donald Trump avait, je pense, à l'origine, cette volonté d'essayer de faire un empire à dimension humaine, ou en tout cas à dimension américaine au sens continental. Et là, il se bat contre les BRICS. Pourquoi est-ce que les BRICS font peur à Donald Trump? Parce que les BRICS proposent un modèle alternatif au modèle mondial aujourd'hui, qui a été largement façonné par les États-Unis. Donc, si on n'en a pas parlé beaucoup en Europe, on en a beaucoup parlé à la Maison-Blanche, parce que les BRICS ne cessent de croître, les BRICS ne cessent d'attirer du monde. Et il n'y a qu'à voir un des derniers tweets du président brésilien Lula pour voir que de moins en moins de monde ont peur des États-Unis. C'est-à-dire que pendant longtemps, ce modèle impérial intimidait le monde entier parce qu'il y avait des politiques de sanctions, on pouvait bloquer des prêts du FMI, il y avait des blocages au niveau de la Banque mondiale, il y avait évidemment le recours à la guerre pour ces pays-là qui refusaient cette vision hégémoniste américaine. Et bien là, aujourd'hui, on voit que Lula n'a pas peur de dire que les sanctions américaines ne l'intimident pas, que le monde veut un modèle différent et que c'est le droit des pays souverains de décider, entre autres, avec quelle monnaie ils ont envie de payer leurs transactions. Et donc, évidemment, ça attaque la politique du dollar, dont les États-Unis sont extrêmement dépendants. Et Donald Trump, je pense, se trompe en choisissant un nouvel ennemi de la taille des BRICS qui représente quasiment, plus de la moitié de la planète, la population de la planète. Ah oui, si on prend l'Inde, si on prend la Chine, si on prend l'intégralité des pays, même c'est complètement fou. Alors Xavier, c'était rigolo, je suis en train d'essayer de rechercher le tweet, parce que Donald Trump tweet beaucoup aussi,
où il écrit beaucoup plutôt sur sa plateforme. Il tweet beaucoup moins depuis qu'il est plus trop ami avec Elon Musk. Voilà. Il a caractérisé les BRICS en fait de faire de l'anti-américanisme. Donc les BRICS ne seraient pas une organisation qui s'occuperait de leurs propres intérêts. En fait, ce serait une organisation qui serait liguée contre les États-Unis. Donc c'est quand même extraordinaire. Bah, le problème, c'est qu'il se retrouve face à une contradiction qui, pourtant, si je me souviens bien, pendant sa campagne, Nicolas me confirmera, il avait lui-même évoqué. C'est-à-dire que il veut se battre contre la dédollarisation, il veut que les gens continuent à utiliser le dollar, mais aujourd'hui, il est de nouveau question de mettre des sanctions à tout le monde. Donc, Vladimir Poutine avait d'ailleurs répondu à cet argument en disant « Mais nous, on n'a jamais demandé à arrêter d'utiliser le dollar. C'est vous qui nous en avez empêché. Vous nous empêchez d'utiliser le SWIFT. Vous nous empêchez, vous mettez nos banques sous sanction. Donc, on doit bien trouver d'autres solutions. Le Bitcoin, désormais, le commerce en Bitcoin avec la Russie pour l'international est légal en Russie. Et ils étudient des systèmes non seulement pour de messagerie interbancaire pour remplacer le SWIFT, mais même pour la détention des obligations, pour remplacer Euroclear, puisque Euroclear a bloqué les obligations que la Russie avait achetées sur le marché européen. Donc le problème, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'il choisisse. Soit il veut que le dollar reste une monnaie internationale, ce qu'elle est toujours quand même largement, hein, c'est un petit peu moins de 50% maintenant, soit eh bien il continue cette politique de sanctions, cette politique de menaces, et dans ce cas, eh bien les pays n'auront de toute manière pas le choix. Je crois qu'aujourd'hui, on a des records de commerce en monnaie nationale au sein des BRICS, par exemple entre la Chine et la Russie, c'est quelque chose comme 95%. Et avec l'Inde, désormais, c'est la même chose. Donc même sans avoir affaire à une monnaie, plutôt une unité de compte, au sein des BRICS, quoi qu'il arrive, il y a les BRICS ont commencé à utiliser leur monnaie nationale. Et c'est la faute des sanctions. Et ce qui est dommage, c'est que Trump en avait conscience et il l'avait dit. Donc c'est par rapport à ça. Alors après, oui, c'est 10%. En plus, c'est absolument c'est idiot parce que il vient de signer un accord avec la Chine où les droits de douane ont été fixés. Ça y est, ils se sont mis d'accord sur des droits de douane. Et alors, tout d'un coup, il viendra avec 10% en plus. Ensuite, ce que j'avais aussi plusieurs fois évoqué, c'est que il y a des pays, par exemple, au sein des BRICS, comme l'Inde, qui est le grand allié des États-Unis dans la zone qu'ils appellent Indo-Pacifique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des sanctions contre l'Inde, alors soit parce qu'ils sont dans les BRICS, soit parce qu'elle est dans les BRICS, soit parce que le commerce du pétrole avec la Russie, ce que voudrait faire l'Instagram, tout ça, ça n'a aucune cohérence. Et effectivement, on aimerait comprendre un peu ce qui se passe. Alors, je retirais de cette séquence de la semaine qui vient de passer, une fois de plus, la personnalité de Marco Rubio, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui me plaît bien, parce que on a l'impression que c'est le seul avec J.D. Vance qui essaie de garder son calme. Et en excellent, il est intervenu, il a rencontré Lavrov en Malaisie à l'occasion du sommet de l'ASEAN, et il essaie d'expliquer, si tant est qu'il le comprend lui-même, ce que veut faire Donald Trump. Mais effectivement, c'est regrettable. C'est regrettable cette indécision, cette réaction systématiquement de faire du buzz. Ça peut marcher, oui, c'est peut-être regardez ma main, je fais ça avec l'autre. Bon, oui, mais il y a un moment ou un autre, il faut quand même que les choses se stabilisent, et ça dessert évidemment la politique étrangère de Donald Trump. Et on en parlera peut-être, mais ça le dessert notamment dans sa politique ukrainienne. Oui, on va en parler en thème 2, effectivement, parce qu'après les BRICS, c'était le tour de Vladimir Poutine, une semaine. Alors, juste avant les BRICS et Poutine, ceci dit, il y avait Elon Musk, puisque Donald Trump a remis une pièce dans la machine du conflit qui les oppose. Pour finir sur cette question des BRICS, Donald Trump, effectivement, Xavier nous le dit avec raison, probablement, il n'a pas les moyens finalement de ces menaces. Est-ce que, comment tu dis toujours, Xavier, tu bluffes qui? Je ne sais plus dans quel film tu as vu ça. C'est quoi, Marconi? Voilà. Nicolas, est-ce qu'il bluffe encore Donald Trump? Est-ce qu'il dit n'importe quoi, et, en tout cas de cause n'importe quoi, parce qu'il n'est pas en capacité d'assumer ce type de menace? Je rappelle que dans son message, donc, il dit il n'y aura aucune exception à cette politique, donc cette politique des 10% additionnels.
Qu'est-ce que peuvent faire les États-Unis contre finalement la puissance économique numéro 2 ou 1, la Chine, pardon, et la puissance économique numéro 3 que doit être l'Inde? Je rejoins complètement l'analyse de Xavier. Je rajouterais juste qu'aujourd'hui, n'oublions pas que les États-Unis sont un peu l'ombre d'eux-mêmes. Ils demeurent une très grande puissance, il n'y a aucun doute. Mais le temps où les États-Unis faisaient la pluie et le beau temps partout sur la planète est révolu. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des pays qui disent, mais attendez, mais nous, on peut utiliser le dollar. Xavier rappelait le taux d'échange en monnaie nationale entre la Chine et la Russie qui était plus de 90%. C'était le contraire il y a une vingtaine d'années. Le taux était à 90% plutôt en dollars. Donc, il y a une véritable révolution. Et c'est le droit souverain des nations de commercer dans la monnaie qui les arrange. De quel droit est-ce que les États-Unis diraient ma monnaie est la monnaie mondiale? Ce privilège exorbitant dont parlait Valéry Giscard d'Estaing doit cesser parce qu'évidemment, ça octroie un monopole aux États-Unis qui facilite la production américaine, qui simplifie la vie des Américains, mais qui se fait au détriment du reste du monde. Et donc, le reste du monde n'en veut plus. Et Trump, aujourd'hui, c'est un peu l'empereur dans le conte d'Anderson, qui est nu, qui a plus le pouvoir qu'il avait jadis. Alors, il en a un petit peu, mais il en a plus autant. Et le reste du monde le sait. Donc, il y a pas mal de bluff dans ce que fait Donald Trump aussi. Je pense en effet que c'est vrai que Marco Rubio est un personnage qui sort un petit peu du lot, je pense, dans les discussions. Ça doit être super compliqué. J'aimerais vraiment pas avoir Trump comme patron. Et je pense qu'il essaye tant bien que mal d'expliquer quelle est la position de Trump, qui un jour aime Poutine, le lendemain ne l'aime pas. Un jour dit que Zelensky est un dictateur, le lendemain il dit que c'est un chic type, il dit qu'il n'y a pas d'affaire, il y a Epstein, il va tout dévoiler, et puis le lendemain il dit qu'il n'y a rien avec Epstein. Enfin, c'est difficile d'avoir un patron comme ça et j'aimerais pas avoir un chef de l'État comme ça parce que c'est extrêmement difficile de le décrypter. Les États-Unis n'ont plus les moyens dont ils disposaient avant. Donc, il va falloir choisir ses combats. Et l'erreur que commet Trump aujourd'hui, c'est qu'il est en train d'affronter le monde entier en même temps. Il veut appliquer 50% de droits de douane au Brésil à cause des BRICS. Lula répond qu'il n'a pas peur. Et dans la foulée, le Canada, qui est un des plus grands alliés des États-Unis, il applique 35% de sanctions. Donc, quelle est la stratégie de Donald Trump? On ne la voit pas et il va finir par se mettre le monde entier contre lui. Et qui va s'en sortir? Eh bien, ça va être l'organisation des pays qui sont en train de se rapprocher au sein des BRICS. L'Union européenne ne va pas tirer son épingle du jeu, le Canada ne va pas tirer son épingle du jeu. Les pays vont se rapprocher d'une organisation de pays qui, comme l'a dit Xavier exactement tout à l'heure, ne veulent pas détruire le dollar, veulent s'en servir moins, n'ont pas de haine contre les États-Unis, mais ne veulent plus vivre sous la pression américaine et qui sont en train d'organiser quelque chose. N'oublions pas que les BRICS, ça n'est pas qu'économique, il y a aussi des développements dans le secteur scientifique, universitaire, sportif. Et ce nouveau modèle attire de plus en plus de pays. On l'a vu là encore récemment au Brésil. Et ça, je pense que c'est une force des BRICS. Et évidemment, ça inquiète Donald Trump, mais plutôt que de négocier ce qu'il avait dit qu'il allait faire, il est en train d'employer cette vieille méthode américaine de la force, des sanctions, des menaces. Il veut augmenter le budget de l'armée. Et derrière ça, eh bien, on sait comment ça se termine. Ça se termine toujours mal. Et donc, Trump est en train de se fourvoyer dans le chemin qu'il est en train de prendre en ce moment. Alors, c'est exactement ça. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine, Donald Trump. Xavier, pour finir, la question de Trump versus ces BRICS. Est-ce que Donald Trump est pas en train d'emmener par le fond avec lui l'Europe, déjà? Première question. Et est-ce que dans votre point de vue ou votre analyse sur Rubio et notamment J.D. Vance, est-ce que leur discrétion d'ailleurs, J.D. Vance qu'on avait retrouvé au moment des émeutes aux États-Unis où il était extrêmement discret, est-ce que c'est pas justement des personnes qui sont en train de se placer et qui sont en train de se dire prenons de la distance, ne communiquons pas sur des choses qui pourraient rester contre nous dans le futur et soyons discrets. Deux questions en une, Xavier. C'est comme deux questions assez différentes. Oui. Je dirais sur la première question, sur la première question, je pense qu'effectivement il y a une volonté, si je dirais, d'endocolonisation de l'Europe. Finalement, Washington s'aperçoit que l'espace dans lequel il est encore totalement maître, parce qu'il y a une tradition de vassalisation, voire de mise en esclavage des puissances européennes. Finalement, c'est le monde occidental. Et là où Trump va pouvoir, quoi qu'il arrive, resserrer les boulons, imposer sa volonté, c'est au Canada, c'est à l'Europe. Et finalement, je crois que c'est ce à quoi on assiste, c'est-à-dire une endocolonisation et une perte de contrôle du reste du monde.
puisque il y a eu quand même des démonstrations de faiblesse de Washington. Il y en a une en ce moment, c'est la guerre en Ukraine. Donc, moi, j'estime également que le bombardement des sites iraniens est une démonstration de faiblesse. Et donc finalement, il se retrouve précisément affaibli par rapport au reste du monde. Ensuite, je pense effectivement que je regarde le comportement de Marco Rubio, celui de J.D. Vance. Ce sont des personnages qui, je pense, sont déjà en train de penser à l'après-Trump, et qui se demandent, en fait, qui se disent, on a encore 3 ans, un peu plus de 3 ans à gérer le phénomène Trump, en espérant, en faisant du damage control, gérer les dégâts. Les dégâts. Donc voilà, je pense que la prochaine étape, ce sera les midterms. On va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'effectivement ils sont déjà dans cette approche. Encore une fois, le ton de Trump cette semaine par rapport à celui de Marco Rubio en Malaisie lorsqu'il a rencontré Sergei Lavrov et la déclaration qu'il a fait après cette rencontre, avant et après cette rencontre, je pense qu'on est dans 2 mondes complètement différents. Et je dirais encore une fois, c'est même plutôt rassurant pour les États-Unis que malgré tout, et encore une fois, il y a ces 2 personnages qui ont la tête sur les épaules. Merci messieurs, en tout cas pour la question des BRICS, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On va passer à notre deuxième question aujourd'hui, c'est ce clash de Trump avec Poutine. Alors Nicolas, tu avais rappelé, il y a de ça peu de temps, Poutine c'était un chic type, c'était une personne bien, que finalement les gens ne comprenaient pas vraiment, mais que Trump, bien entendu, lui, comprenait parce que ils étaient amis, il l'avait même dit. Zelensky, c'était pas, effectivement, Xavier, tu as raison, Zelensky, c'était pas un chic type, lui, par contre, c'était plutôt un dictateur, et Trump avait même dit qu'il était effectivement pas élu par son peuple, il était rentré effectivement dans ce sujet-là. Donc, et là, cette semaine, grand renversement de situation. Après, j'irais moult surprises, puisque la semaine d'avant, il y avait aussi l'arrêt total des livraisons militaires. On a vu que finalement, l'arrêt total, ça a duré le temps d'un week-end, le temps que Trump parte faire un petit tour de golf en Floride, et puis quand il est revenu le lundi matin, finalement, non, on réouvrait les armes. C'est quoi l'état des relations aujourd'hui avec Poutine pour Trump? Est-ce que déjà, comment c'est vu de Russie? Allez, on va peut-être repartir sur Xavier, je suis désolé, Nicolas. Comment c'est vu de Russie? Est-ce que les Russes prennent Trump au sérieux? Est-ce que Poutine prend Trump au sérieux? Je pense qu'il y a eu 2 réactions qui sont intéressantes, qui caractérisent un peu effectivement la vision des choses du côté russe. On a eu celle de Dimitri Medvedev, qui a posté en disant un jour il aime bien Poutine, le lendemain il aime pas, un jour il veut livrer les armes, le lendemain il en livre. De toute manière, on s'en moque. Celui qui décidera du sort de l'Ukraine et de la victoire, c'est le soldat russe. Donc ça veut dire sans vraiment une perte de patience, c'est-à-dire on arrête de l'écouter et on continue à faire ce qu'on a à faire. Et puis Trump fera les commentaires qu'il veut. L'autre réaction qui est celle du ministère des Affaires étrangères et du Kremlin, donc c'est à la fois la voix de Dimitri Peskov et de Sergei Lavrov, c'est de dire on a l'habitude avec Trump, ça part dans tous les sens, mais quoi qu'il arrive, on apprécie sa volonté d'essayer de trouver une solution pacifique au conflit. Donc on va dire qu'au niveau des autorités russes aux commandes, on est patient. Et on essaie de faire contre, j'ai une mauvaise fortune, bon cœur, mais sachant que de toute manière, Trump, je pense que les Russes sont conscients des difficultés que connaît Trump. Trump pensait que les choses seraient beaucoup plus simples. Je pense qu'il n'a jamais cru qu'il résolverait le problème en 24 heures, mais il pensait que ce serait plus rapide. Et il connaissait mal les dossiers. Et je pense, à mon avis, qu'il travaille peu les dossiers finalement, ce qui explique que quand il se fait interroger par un journaliste, il est capable de répondre à brûle pour point sans vraiment réfléchir à ce qu'il dit. Et je pense que les Russes, de toute manière, les Russes, eux, ils avancent, ils savent où ils vont. S'ils peuvent le faire avec Trump, tant mieux. S'ils le feront sans Trump, tant pis. Il y a quand même une chose que moi je regrette pour Trump, c'est que j'avais dit avant qu'il soit élu, s'il est élu, il aura 3 mois pour régler l'affaire, après quoi la défaite de l'OTAN sera la sienne. Et là, aujourd'hui, il est trop tard. Il n'a pas réglé le problème, donc l'OTAN va perdre, l'Ukraine va perdre, et ce sera pour partie la défaite de Donald Trump, ce que je regrette sincèrement.
Il aurait pu, s'il avait réglé l'affaire en 3 mois, rejeter, comme il l'a fait d'ailleurs au début, toute la faute sur Biden. Aujourd'hui, c'est trop tard. Ça fait trop longtemps qu'il est au pouvoir, ça fait trop longtemps qu'il s'agite et qu'il ne fait rien. Et puis enfin, je voudrais quand même terminer là-dessus aussi. Il est en plus face à un problème de munitions. C'est pas moi qui le dis, c'est le Guardian. Par exemple, le Guardian a dit que 25% par rapport aux objectifs militaires des États-Unis, il n'avait que 25% de stock de patriotes disponibles. Et que Trump d'ailleurs parle de livrer 10 patriotes à l'Ukraine, 10 missiles patriotes. Quand la Russie, ces dernières nuits, balance autour de 700 vecteurs. Donc ça n'a absolument... Trump est face à un problème de ressources parce qu'ils ont énormément dépensé ces 3 dernières années pour soutenir l'Ukraine, plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Et puis il y a également eu cette affaire de la guerre des 12 jours. Donc aujourd'hui, Trump doit prendre acte, ce qu'il avait fait auparavant, de la faiblesse du complexe militaro-industriel américain par rapport au fait de mener une guerre de haute intensité et agir en fonction. Il n'a pas les moyens. Et d'ailleurs, je crois que c'est Nicolas qui l'avait dit avant l'élection, Kamala Harris, si jamais elle avait été élue, aurait été face au même problème que Donald Trump. Il n'y a plus rien dans les soutes. La réalité, c'est ça. Ah oui. Mais alors, justement, Nicolas, il n'y a plus rien dans les soutes côté américain. Ceci dit, quel est l'intérêt de Donald Trump? C'est finalement d'atténuer politiquement, parce qu'en fait, il n'y a plus rien dans les soutes, parce que la stratégie en fait américaine a été versatile à plein de moments, parce qu'en plus, la passation de pouvoir entre Biden et Donald Trump n'a pas été bien gérée. Xavier parle effectivement de quelqu'un qui ne connaît pas ces dossiers. C'est la situation politique en fait, ou l'incohérence politique qui a géré cette situation, notamment au niveau des stocks américains. Qu'est-ce que fait Trump aujourd'hui? Est-ce qu'il essaye de satisfaire son état profond et notamment ses lobbies militaires en remettant, je dirais, de la commande, en remettant des crédits pour eux? C'est ça ce qui est en train de jouer? Le problème majeur des États-Unis, c'est que leurs présidents, depuis quelques temps déjà, n'ont plus de stratégie. Je pense que c'est un mot qui a été évacué du champ politique et qui est majeur. Et Donald Trump n'a pas de stratégie aujourd'hui. On aurait pu croire qu'il en avait une en arrivant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a rencontré beaucoup d'écueils et que maintenant, il est en train d'essayer de bricoler parce que son plan n'a pas marché, il n'avait pas de plan B? On ne sait pas. Ce qui est clair, c'est que Donald Trump a montré qu'il était extrêmement capricieux puisqu'il dit une chose le lundi, il dit le contraire le lendemain. Ça ne veut pas forcément tout remettre en cause. C'est aussi un homme des caméras, c'est un homme qui aime bien avoir la bonne punchline. Donc, on a du mal à voir ce qui se passe exactement dans la tête de Trump. Pour autant, les États-Unis, rappelons-le, sont tombés sur un écueil majeur quand ils sont venus titiller la Russie sur sa frontière. Et ça, personne n'avait prévu. Personne n'avait vu ce que les Russes pensaient que les Russes allaient pouvoir faire, ce que les Russes ont été capables de faire. Et ça a ébranlé tout le complexe militaro-industriel américain. Et Donald Trump, je pense, en arrivant au pouvoir, avait une idée de ce qu'il fallait dire à Poutine pour négocier la paix. C'est pour ça qu'il disait en 24 heures, je vais régler ça. Et il a sous-estimé la stratégie des Russes. Il a sous-estimé la volonté des Russes. Et je pense que les Russes, Xavier l'a dit à de nombreuses reprises, sont tout à fait ouverts à la négociation. Les Russes veulent arrêter cette guerre, mais pas à n'importe quelle condition. Et Trump, il a dû arriver avec un plan en disant, bon, bah, écoutez, c'est comme ça que je fais d'habitude aux États-Unis, dans mes projets commerciaux. C'est comme ça que le président des États-Unis fait d'habitude, parce que c'est dans l'habitude des États-Unis depuis 1776. Et là, il tombe sur un Kremlin qui dit non. Non, ben c'est pas ça tout à fait ce qu'on veut. Et n'oublions pas qu'on ne parle pas que de l'Ukraine. C'est vraiment l'Ukraine, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il parle du nucléaire, il parle des routes du commerce, il parle de l'exportation et de l'importation de nombreux biens à travers la planète. Et tant qu'ils sont pas d'accord, les Russes disent bah attendez, bon, on n'est pas d'accord, on n'est pas ennemis, mais on va continuer le travail. Et n'oublions pas que c'est vous qui l'avez commencé. Cette guerre, en effet, est une guerre américaine que même Marco Rubio reconnaît, et même Donald Trump reconnaît la responsabilité des États-Unis. Donc, les États-Unis n'ont pas de plan B et à leur tête, ils ont quelqu'un qui est en train d'essayer de rattraper la situation et qui a beaucoup de mal et qui est en train de commettre erreur sur erreur. Donc, ce qui fragilise la position des États-Unis, le complexe militaro-industriel et les néoconservateurs vont essayer de tirer leur épingle du jeu. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent remettre à la tête des États-Unis quelqu'un qui est aligné sur cette vision d'États-Unis puissance hégémonique, qui va donner encore beaucoup plus d'argent au complexe militaro-industriel, ce que Trump fait d'ailleurs. Hein. Finalement, c'est ce qu'ils obtiennent.
Exactement, ils n'arrêtent pas d'aller dans cette direction-là, et c'est eux qui, au bout d'un moment, et quand on voit les prises de décision de Trump, notamment au Moyen-Orient, notamment son revirement de position sur l'Ukraine, il est en train d'être repris en main par ces néoconservateurs au détriment de sa base, qui est furieuse contre lui. Regardez tous ces soutiens de la première heure mais qui ne comprennent pas du tout ce que fait Trump aujourd'hui. Donc, à vouloir s'éparpiller dans toutes ces directions-là, ses seuls amis, ça va être Lindsey Graham, ça va être le complexe militaire industriel, ça va être les faucons de guerre qui vont dire écoutez Donald, nous on va t'aider, tu fais un bon travail, mais en revanche il va se couper de sa base. Et pour revenir à ce que Xavier disait tout à l'heure, ça va être problématique pour un Rubio, pour un J.D. Vance, s'ils veulent poursuivre ce qui restera du MAGA lors des midterms et des prochaines élections, parce que si Trump continue comme ça, c'est sûr et certain que le mouvement MAGA va imploser. Et ce que veut faire Musk avec son nouveau parti, America Party, eh bien ça va typiquement dans cette direction-là. Donc ce manque de stratégie, ce manque de diplomatie sont en train de faire du mal, évidemment, aux États-Unis et à Trump, ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, les néoconservateurs et le reste du monde. Xavier, très intéressant ce que dit Nicolas. Du coup, quand on est dans ce positionnement côté russe et qu'on observe la politique américaine, on voit ces dissensions au niveau des Republicans, de ces différents courants, de ceux qui soutiennent encore discrètement, mais qui soutiennent encore Donald Trump, de ceux qui sont déjà en embuscade. On se dit, est-ce qu'on prépare l'avenir? Est-ce qu'on se dit on va laisser passer et on prépare l'avenir pour des discussions éventuellement avec justement d'autres personnes? Ça pourrait être J.D. Vance, ça pourrait être Rubio à l'avenir. C'est des personnalités vraiment en vue, on va dire, sur l'échiquier de droite américain. Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce que de toute façon, militairement, les États-Unis ont une capacité de nuisance aujourd'hui sur le dossier ukrainien? Alors je pense que je crois que c'était l'empereur Alexandre II qui disait, ou Alexandre III, qui a dit la Russie a deux alliés, sa flotte et son armée. Donc la Russie, de ce que je vois encore une fois dans les déclarations, c'est qu'elle ne compte que sur elle-même. Voilà. Ensuite, ils connaissent très bien les capacités militaires des Occidentaux. Ils savent que le principal fournisseur de l'Ukraine, c'est les États-Unis, et ils savent que les stocks américains sont vides. Encore une fois, comme je l'ai dit. Donc, du côté russe, je pense qu'on garde la tête froide et on continue à avancer. Je pense que malgré tout, ce qu'ils apprécient, c'est que Trump a tordu le bras de Zelensky pour qu'il aille négocier à Istanbul. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, on a deux processus qui avancent parallèlement. Il y a l'armée russe qui avance tous les jours, qui s'empare de pans entiers du territoire, soit ukrainien, soit russe, quand on parle des nouveaux territoires russes. Et ça, personne n'y peut rien. Et donc, tôt ou tard, l'Ukraine sera obligée d'arriver à la table des négociations, notamment si on assiste à un effondrement tout partiel du front. On assiste déjà finalement à certains endroits à déjà un effondrement partiel. Donc il y a ce processus-là. Et d'un autre côté, on a eu sous proposition de Vladimir Poutine cette rencontre à Istanbul où l'Ukraine est allée parce que Trump l'a imposé. Donc malgré tout, il y a une réalité, c'est celle-là. Et je pense d'ailleurs c'est ce qu'est en train de jouer Marco Rubio. Encore une fois avec sa rencontre avec Lavrov en Malaisie, et surtout ce qui à mon avis est appréciable, c'est que lorsque la diplomatie américaine travaille avec la diplomatie russe, elle est professionnelle. Notamment, on ne sait pas ce qui s'est dit entre Marco Rubio et Sergei Lavrov. On a eu des communiqués qui sont hyper laconiques, et c'est comme ça que ça doit être. De la même manière qu'après le dernier coup de téléphone entre Macron et Poutine, on a eu deux communiqués laconiques. On ne sait pas réellement ce qui s'est dit. Et c'est comme ça que ça doit être. Donc petit à petit, sous la bonne influence de la Russie, la diplomatie américaine et la diplomatie française en l'occurrence recommence à travailler, je dirais, de manière professionnelle. Et c'est aussi pour ça, je pense aussi le malaise de Donald Trump, c'est que lui, en fait, il voudrait rencontrer Vladimir Poutine, il voudrait faire le numéro habituel dans le bureau ovale avec Vladimir Poutine assis à côté de lui, mais Vladimir Poutine ne veut pas. La rencontre qui aura lieu entre Donald Trump et Poutine, elle aura lieu, je pense, par exemple en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, ou en Turquie, dans un pays neutre, et
et ils seront chacun de côté d'une table, ou en tout cas, et sur un pied d'égalité. Trump ne peut pas faire avec Vladimir Poutine ou avec Xi Jinping ce qu'il a fait avec en février avec Emmanuel Zelensky. Macron, Zelensky, ou comment elle s'appelle, la Premier ministre italien. Donc je pense que c'est ça. Il faut juste retrouver du professionnalisme dans la diplomatie et les choses se passeront déjà beaucoup mieux. Et je pense que Rubio y est prêt. Bon, souhaitons-le pour Rubio, effectivement, et pour les États-Unis. Je pense à la scène, Xavier, que tu viens de nous mettre en tête. J'imagine une rencontre à Washington dans le bureau ovale entre Trump et Poutine qui soit dans le même genre que ce qu'a connu Zelensky en février. Je pense que ce serait très très drôle de voir la réaction de Vladimir Alors, Poutine. je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que Poutine accepte de faire une réunion dans le bureau ovale avec comme ça, entouré d'une nuée de journalistes. Oui. C'est pas du tout clair. À la Poutine, on aura quelque chose je dirais de beaucoup plus classique, et on n'est pas des copains, encore une fois. Mais ça, c'est la tendance, je dirais, occidentale du moment. On voit Emmanuel Macron qui prend des mains, qui serre la main, c'est du concours de serrage de main, c'est je te prends dans mes bras. Oui, mais ça c'est plus que de la je dirais, diplomatie. c'est l'espèce de show qui n'élève pas les gens qui le pratiquent. Voilà. Et moi, je suis content d'observer que grâce à Vladimir Poutine, notamment, les relations diplomatiques entre la France et la Russie se reprofessionnalisent. Partiellement, hein, parce qu'on a quand même après Jean-Noël Barrot qui se met à menacer la planète entière, enfin la Russie entière, mais dans l'ensemble, je pense que les événements sont assez graves aujourd'hui dans le monde pour qu'on redevienne sérieux. Et c'est la tendance que de toute manière, si Trump veut rencontrer Poutine, et c'est lui qui est demandeur, si Trump veut rencontrer Poutine, il va devoir s'adapter, retourner encore une fois à cette diplomatie sérieuse. Dans tous les cas, pour revenir au côté sérieux, est-ce qu'un président devrait tweeter ? Moi, j'en suis pas certain. Enfin, je pense qu'il faudrait lui enlever son téléphone des mains à Donald Trump. Et imaginons, alors là, j'ai une petite plaisanterie, imaginons une battle, un combat de tweets entre Medvedev et Trump. Je pense qu'on peut passer une nuit géniale. Et si en plus on met Elon Musk en outsider de cette finale, je pense qu'on peut passer un moment assez rigolo. Nicolas Mirkovic, allez, on va finir cette émission de Divergence. Finalement, Xavier nous a expliqué, les États-Unis n'ont pas la capacité militairement à changer le cours de cette guerre. Ils n'ont plus cette capacité. Est-ce que tout simplement on peut viser sur un effondrement du front ? Est-ce qu'on peut finalement envisager que Donald Trump arrêtera de livrer des armes, cette fois de manière définitive? Est-ce qu'on peut envisager que la Russie soit patiente, tout simplement, ou est-ce que la Russie doit ne rien miser de la politique américaine et peut-être avancer plus vite, plus fort? Je pense que s'il y a bien une certitude, c'est que par rapport à tes différents sujets là, c'est que la Russie est patiente et qu'elle va travailler sur le temps long et qu'elle ses objectifs, elle les a déjà déclarés et qu'elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'elle les ait atteints. Et ça, je pense qu'il n'y a plus de doute et personne peut mettre ça en doute, et surtout pas Donald Trump. Aujourd'hui, le sujet de savoir qu'est-ce que les Trump et les Occidentaux sont prêts à discuter et négocier. Et s'ils veulent vraiment changer la situation en Ukraine, est-ce que la seule solution pour eux, c'est une guerre? C'est une guerre, mais comme on l'a dit, elle n'en a pas les moyens et puis elle n'en a pas envie. J'imagine aucun soldat de l'OTAN qui a envie d'aller libérer ou de défendre Kramatorsk aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Trump est dans une situation compliquée. Il a espéré garder la Russie dans sa portion congrue sur le continent asiatique et l'empêcher de se développer. Poutine dit, attendez, moi j'ai des objectifs qui sont les miens, je défends les intérêts de mon pays, c'est pour ça que j'ai été élu. Et Trump aujourd'hui ne sait plus comment faire. Donc je pense que ça peut partir dans plein de directions différentes. Je pense que l'Occident n'a pas du tout intérêt à escalader vers une guerre totale, mais j'ai quand même peur de cela parce que la situation dans le monde atlantiste est vraiment très mauvaise. Les indicateurs économiques, sociaux sont en berne. Et pour certains, à la tête de ce modèle mondialiste, la seule solution, c'est de faire la guerre. Et c'est une recette qui
qui est bien connu. On évite de parler des problèmes nationaux, on trouve un bouc émissaire et on fonce le drapeau en tête en agitant le patriotisme, la liberté et tout un tas de valeurs qu'on a abandonnées depuis quand même pas mal de temps. Et on dit on va faire la guerre. Et ceux qui sont à la tête de nos pays sont capables de faire ça. D'ailleurs, ils jouent avec ça. Quand l'Europe dit que qu'il faut aller lever 800 milliards d'euros pour la guerre contre la Russie, alors qu'elle était incapable de lever un centime. Elle était incapable de lever un centime pour la paix, alors que l'on avait l'opportunité depuis 2014. C'est extrêmement inquiétant. Je pense que les États-Unis ne veulent pas ça foncièrement, mais qu'on a quand même cette aile néoconservatrice qui rêve de se dire une bonne petite guerre à plusieurs milliers de kilomètres d'ici où les Européens vont se mettre dessus, vont tous souffrir. À la fin, nous, on reviendrait sauver tout le monde avec un plan Marshall bis. Ça trotte dans la tête de certaines personnes à Washington aujourd'hui et au Pentagone aussi. Donc, je pense qu'il faut savoir garder la tête froide. Ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que au niveau mondial, il y a de nombreux pays qui ne veulent pas aller vers la guerre. Et ça, c'est quelque chose qui est un des meilleurs alliés aujourd'hui de la Russie. C'est le fait qu'aujourd'hui, typiquement, lors de ce sommet des BRICS, il y a des très grands pays qui ne veulent pas la guerre et qui n'ont pas peur de dire aux États-Unis arrêtez, stop, l'hégémonie, on n'en veut plus, on va faire travailler la diplomatie, on va faire travailler le doux commerce de Montesquieu, mais on ne veut pas de la guerre et les États-Unis vont se retrouver esselés. Donc c'est très difficile de répondre à ta question et de dire exactement dans quelle direction est-ce que ça va partir parce que personne ne le sait. En revanche, ce qu'il faut, c'est essayer de garder la tête froide et je pense qu'aussi il y a un élément rassurant, c'est qu'on voit quand même aux États-Unis l'impopularité de la guerre. On l'a vu notamment quand Donald Trump a menacé de lancer une guerre tous azimuts contre l'Iran. Il a fractionné sa base, il a perdu une partie de sa base. Donc ça, on voit que c'est très impopulaire si le mouvement MAGA va continuer. Et on voit aussi, en effet, comme l'a rappelé Xavier, qu'il y a quand même dans l'entourage de Trump des personnes qui veulent essayer de remettre la diplomatie au goût du jour et qui essaient de discuter, qui essaient de parler. Donc je reste pour l'instant optimiste sur cette voie diplomatique parce que je pense que les États-Unis n'ont plus les moyens de faire ces guerres, que le monde n'en veut pas et que la base politique de Donald Trump et de son mouvement n'en veut pas. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour nous, mais dans le monde dans lequel on vit, malheureusement, tout est vraiment possible aujourd'hui. Exactement. Allez, tout est possible aujourd'hui. C'est une mot de la fin. Avec Donald Trump, effectivement, tout est possible. Je rappelle, bien entendu, que vous pouvez suivre Nicolas Mirkovic sur son canal X, Twitter, anciennement Twitter. Xavier Moreau, bien entendu, tout le monde le sait, sur Stratpol, sur RT en français, avec ses excellentes émissions. Et puis, on se retrouve, chers amis, semaine prochaine pour un nouvel épisode de Divergence. Peut-être on parlera encore de Trump s'il a fait le show. Peut-être on aura une nouvelle actualité, une nouvelle guerre quelque part, puisqu'il y en a beaucoup quand même qui sortent actuellement. C'est quand même tendu. On n'a jamais été dans une période aussi tendue qu'actuellement. Bon, en tout cas, ça nous fait de quoi parler. Messieurs, bon week-end, bonne fin de week-end, et puis bonne semaine à toutes et à tous. Petit mot aussi, petit mot très important. Je fais la promo. Mercredi soir, vous retrouverez Claude Janvier sur notre chaîne. On parlera justement du deep state français qui gouverne la France. Est-ce que ce sont nos politiques ou le fameux État profond made in France? Voilà, avec Claude Janvier, vous saurez tout. 1 heure d'émission à découvrir mercredi soir sur Divergence Politique. Allez, cette fois, on se quitte. Bonne semaine, bonne fin de semaine, bonne fin de week-end, et bonne semaine à tous. Au revoir.